Bonjour à tous, donc on va pas tarder à commencer. Je vais donner la parole tout d'abord à Gwenola Coupé qui va se présenter et présenter l'ASFE. Oui, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en mode hybride avec du présentiel à Shanghai et puis nous sommes ravis d'accueillir des participants en ligne qui continuent de se rajouter. Donc, je suis Gwenola Coupé, la représentante de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger pour la circonscription de Shanghai, Anhui, Jiangsu et Zhejiang, voilà les trois provinces. Nous allons organiser une série de conférences dans les jours et les semaines à venir, donc suivez-nous. Ces conférences seront envoyées sur la liste électorale consulaire ou alors seront postées sur nos moments. Voilà. Donc, qu'est-ce que la SFE? Nous sommes en fait un réseau privilégié de 120 représentants au niveau global. Partout où il y a une circonscription consulaire, nous avons des candidats tête de liste. Et nous avons pour la région, en fait, Greater China, nous avons deux conseillères consulaires en poste qui sont sortantes. Françoise Onillon à Pékin pour le nord de la Chine et puis la Corée du Nord. Et nous avons aussi Émilie Tran qui se trouve à Hong Kong. Voilà. Nous allons organiser aussi des conférences sur plusieurs thématiques. Donc, le droit de la famille qui a lieu la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est gestion du patrimoine et financière. Et nous avons aussi pour samedi prochain une conférence sur la fiscalité pour 2022. Je laisse la parole à Com Doléac, qui est aussi colissier. Merci Gwenola. Si en ligne vous avez des questions, vous avez normalement un petit endroit où vous pouvez poser vos questions, donc n'hésitez pas à les poser et on répondra à vos questions à la fin de la session. Donc aujourd'hui, la présentation, c'est gestion patrimoniale et financière. Donc je la présente avec mon collègue Hervé Galichon. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est conseil en gestion de patrimoine et Hervé va s'occuper plutôt de tout ce qui est gestion d'actifs, sélection des investissements. Donc on a deux jobs différents, mais qui sont complémentaires pour les clients. Donc l'agenda d'aujourd'hui, donc on va essayer de couvrir les 5 points suivants. Donc le premier, c'est qu'est-ce que la gestion de patrimoine? Donc beaucoup de personnes me posent la question et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Et ensuite, on va passer sur une deuxième partie pour vous expliquer un peu quels sont les facteurs qui peuvent impacter vos investissements et pourquoi vous devez investir et pas conserver du cash et beaucoup de liquidités. Ensuite, on aura une troisième partie qui va vous présenter un peu les opportunités d'investissement qui se proposent à vous. Et ensuite, Hervé vous fera une petite analyse du marché, où en sont les marchés. On a effectivement eu une petite crise l'an dernier en mars. Donc, est-ce que les marchés ont récupéré ou pas? Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que la gestion de patrimoine? Donc, la gestion de patrimoine, comme son nom l'indique, c'est gérer votre patrimoine, donc votre fortune, vos investissements. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est important et je prends toujours cet exemple avec un docteur. Moi, le premier, dès que je suis malade, je vais prendre un Dafalgan, un Efferalgan, des vitamines et au bout de 3 jours, je me rends compte que je n'ai pas pris les bons médicaments. Je vais chez le docteur et je suis malade pendant une semaine. La gestion de patrimoine, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de clients qui essaient de gérer eux-mêmes leur patrimoine et qui finalement se rendent compte au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont fait les mauvais choix parce qu'ils ont investi dans les mauvais supports, dans les mauvais pays. Ils n'ont pas eu la performance qu'ils voulaient, tout simplement parce qu'ils ne sont pas passés par un spécialiste. Nous, on fait ce travail, on a tous fait des études là-dessus, en fiscalité, en droit. Et donc, du coup, je vous conseille tous de voir un professionnel parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont très compliqués. On est tous des Français qui travaillent en Chine, on va peut-être changer de pays, ça implique plusieurs pays, plusieurs fiscalités, plusieurs types d'investissements, peut-être plusieurs types de régimes de sécurité sociale, de retraite. Donc, essayez vraiment de voir des spécialistes pour vous aider à justement gérer et optimiser tout ça. Ensuite, il y a l'Institut de Montréal qui montre la statistique suivante. Donc, en fait, si vous passez par un conseiller de gestion de patrimoine ou un conseiller financier, au bout de 15 ans, votre patrimoine sera pratiquement 3 fois plus gros que quelqu'un qui n'a pas de conseiller en gestion de patrimoine. Donc, ça vous montre l'importance de passer par un professionnel et d'avoir quelqu'un qui vous donne des conseils. Donc, le travail du conseiller en gestion de patrimoine, c'est à peu près ça. C'est où est-ce que vous êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos objectifs financiers. Et nous, on est simplement là pour vous aider à réaliser et à atteindre vos objectifs financiers. Donc, en fait, on ne va pas vous dire ce que vous devez faire, c'est vous qui devez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire et on va essayer de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs étapes de vie, on va dire. Donc, quand on sort de l'université, on essaie de rembourser
nos prêts étudiants, ensuite on commence à investir. La plupart des clients investissent pour les études de leurs enfants, pour leur retraite, un complément de retraite. Et en fonction de vos objectifs financiers et de votre étape de vie, vos objectifs ne vont pas être les mêmes, bien sûr, et vous n'allez pas investir pour les mêmes choses. Ce point est assez important et on l'oublie souvent, c'est qu'on va peut-être travailler, je l'espère pour nous, 30 ans, peut-être 35 ans, peut-être 40 ans, mais toute nos vies, on va être des consommateurs. Ça veut dire que toute notre vie, on va devoir payer un loyer, on va devoir manger, peut-être acheter une voiture, des choses comme ça. Et la plupart des gens oublient qu'après la période de travail, il faut qu'on ait constitué un patrimoine, avec, que ce soit avec la sécurité sociale française, la CFE, ou des loyers ou des portefeuilles qui vont vous générer des revenus. Mais on va travailler qu'une petite période de notre vie et il faut être sûr qu'on puisse subvenir à nos besoins toute notre vie et à notre famille si vous avez une famille. La deuxième partie, ça va être qu'est-ce qui va impacter vos investissements. Donc, en fait, il y a plusieurs paramètres qui vont vraiment impacter vos investissements, soit vous en rendez compte ou pas, mais c'est les facteurs suivants. Le premier, c'est où est-ce que vous allez habiter. Effectivement, ici, vous habitez en France, en Pologne ou en Chine, le coût de la vie ne va pas être le même, les loyers ne vont pas être les mêmes. Vous avez aussi les taux d'intérêt qui évoluent et qui ont pas mal baissé ces dernières années. Vous avez aussi l'inflation qui est plus élevée en Chine qu'en Europe, par exemple. Vous avez aussi le coût des hôpitaux et des systèmes médicaux. Et vous avez aussi la durée de vie. Donc, on va commencer par la durée de vie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2020, il y a eu plus de 500 000 personnes qui ont dépassé les 100 ans. Et les statistiques montrent qu'on va dire dans 22 ans, dans 25 ans, pardon, il y aura 22 fois plus de personnes qui vont dépasser les 100 ans. Donc, les personnes qui sont de ma génération, donc moi je suis de 89, donc on va dire les personnes autour de 85-90, on a 90% de chances de dépasser les 100 ans. Ce qui va complètement changer la manière dont on voit les choses et dont les États voient les choses. Tous les systèmes de retraite vont complètement être bouleversés par ça, parce que normalement, on n'avait pas l'habitude de ce qu'il y ait des personnes qui aillent aussi loin, jusqu'à 95-100 ans. Et pour vous aussi, ça va être un paramètre important. Dépendamment de quel est l'État qui va payer votre retraite ou une partie de votre retraite, vous allez devoir investir pour un horizon qui est plus long. La plupart des clients avaient souvent en tête, je finis de travailler à 65 ans, je vais investir jusqu'à 75, 80 ans, je vais peut-être avoir 15 ans, 20 ans de retraite, et maintenant, ça va peut-être être le double, parce que vous avez de grandes chances de vivre jusqu'à une centaine d'années. Ensuite, vous avez des statistiques justement par tranche d'âge. Donc, comme je le disais, voilà, si vous êtes né en 87, 89, vous avez normalement, vous devrez aller jusqu'à 97 ans. Et vous voyez que les personnes, pour certains d'entre vous, vos enfants qui sont peut-être nés en 2007, ils devraient normalement même dépasser les 100 ans. Après, vous avez effectivement des classifications un peu différentes en fonction de les pays sont développés ou pas, mais pour la plupart d'entre nous, normalement, on a de grandes chances de s'approcher ou de dépasser les 100 ans. Le deuxième facteur qui va impacter votre vie et vos investissements, c'est l'inflation. Donc, je pense que tout le monde a une bonne idée de l'inflation. C'est tout ce que vous avez autour de vous. Une bouteille d'eau, il y a 15 ans en arrière, elle coûtait peut-être 2 ou 3 fois moins cher que maintenant. Et je vais prendre un exemple parlant après. Le premier exemple, c'est pour vous montrer si vous aviez 10 000 euros en 2002, si vous l'avez laissé en cash à la banque, en 2017, il valait plus que 6 400 euros parce que tout autour de vous est devenu plus cher. Et vous avez le fameux exemple que vous avez déjà dû entendre du Big Mac. Si vous étiez là, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là en 2000 en Chine, mais si vous aviez acheté un Big Mac en 2000 en Chine, il vous coûtait pratiquement 10 kwai, et en 2015, il vous coûtait 17 kwai. Donc ça, c'est l'inflation. Moi, j'ai souvent cet exemple, je suis un grand buveur de Coca Zéro. Au Family Mart, un Coca Zéro, quand je suis arrivé en Chine, il y a 4 ans et demi, ça valait 6 kwai, et maintenant, il vaut 12 kwai. Donc en 4 ans et demi, il a doublé de prix. Et donc, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a toujours ces habitudes d'aller au même restaurant, de payer notre loyer, de boire et manger les mêmes choses. Mais c'est vrai que tous les prix augmentent d'année après année. Et ce qui fait que si, on va dire, l'alimentaire, les factures d'électricité, toutes ces choses-là augmentent du fait de l'inflation, il faut que vos revenus et vos investissements couvrent au moins cette augmentation. Ça, c'est un petit graphique donc, pour vous montrer à Singapour, au Japon, en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis quelle a été la courbe de l'inflation depuis 1980. Donc, vous pouvez voir pratiquement qu'au UK, au Royaume-Uni, l'inflation a été de 375% en 40 ans. Donc, ce qui est quand même énorme. Et la Chine, qui est en jaune, l'inflation a commencé plus tard, mais c'est vrai qu'ils sont en train de rattraper leur retard, si on peut dire ça comme ça. Le troisième facteur qui va vous impacter et impacter vos investissements, c'est le coût du délai.
Donc, je vais essayer d'être clair. Si vous investissez 10 000 euros par an à l'âge de vos 30 ans, donc 10 000 euros chaque année de 30 ans à 60 ans, avec une performance moyenne de 5% à 60 ans, vous devriez avoir 445 000 euros. Si jamais vous commencez à investir ces 10 000 euros par an, non pas à 30 ans, mais à 35 ans, vous aurez simplement 347 000 euros. Si vous commencez à 40 ans, vous aurez 260 000 euros. Du coup, à 45 ans, vous aurez 182 000 euros. Cet exercice, c'est simplement pour vous montrer que le plus tard vous allez commencer à investir, moins vous aurez d'argent parce que l'argent est resté en cash pendant toutes ces années. Et c'est l'importance de ce qu'on appelle du compounding interest. Donc, chaque année, si vous avez une performance moyenne de 5% dans cet exemple, ça peut être plus ou moins, et ben, ça va se cumuler d'année en année et votre investissement devra performer d'une manière meilleure. Ensuite, vous avez le coût du système médical et de tout ce qui est la santé. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Chine est le deuxième pays le plus cher au monde après les États-Unis pour tout ce qui est hôpitaux et système de santé. Donc, en 2020, l'inflation sur les prix, les consultations de médecins, ostéopathes et toutes ces choses, a augmenté de 7,5% en Chine. Et vous avez ce chiffre que je trouve totalement hallucinant. Pour l'instant, en 2015, le coût de tout ce qui était santé en Asie-Pacifique était de 500 billions de dollars. Et en 2030, ça va passer à 2,5 trillions de dollars. Ce qui veut dire que l'Asie, que ce soit la Chine, Singapour, Hong Kong, c'est des pays qui sont de plus en plus consommateurs de tout ce qui est hôpital, health check, docteur, etc. Et c'est des prix qui vont flamber sur des années qui vont arriver. Donc, si vous souhaitez rester en Asie comme moi, il faut vraiment prendre en considération ce paramètre parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus cher. Il faut vraiment avoir des assurances qui vous permettent de couvrir cette hausse du prix de la santé. Le dernier point qui est important, je pense que s'il y en a parmi vous qui sont en Chine depuis longtemps, vous avez sûrement dû voir le prix de l'immobilier s'envoler, notamment en Chine et dans d'autres pays. Mais là, ici, c'est pour vous montrer un peu la courbe de la hausse de l'immobilier, donc à Singapour, Hong Kong, au Japon et en Chine. Et pour vous montrer qu'effectivement, un appartement qui valait peut-être 300 400 000 euros il y a 15 ans, maintenant, il vaut 1 million d'euros en Chine. Et ça devrait continuer sur cette trend sur les années qui vont arriver. Donc, tout ça, ce n'était pas pour vous démoraliser, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs facteurs autour de vous qui sont très importants et qui vont impacter votre vie et votre patrimoine. Et qu'il faut absolument que vous investissiez, peu importe le support, pour couvrir la hausse de toutes ces choses, que ce soit la hausse du prix de la santé, l'inflation, la hausse du prix de l'immobilier, par exemple. Donc maintenant, on va passer sur une deuxième partie qui va vous expliquer quelles sont vos opportunités pour investir. Donc, on a essayé de prendre différents exemples, tout ce qui se propose à vous. Donc, le premier investissement que vous pouvez faire, c'est investir sur les marchés financiers. Donc, vous pouvez investir dans des actions, dans des obligations, dans des trackers. Donc, vous avez vraiment pas mal de choix qui s'offrent à vous avec beaucoup de plateformes en ligne maintenant. Le deuxième choix que vous avez, c'est que vous pouvez investir dans de l'immobilier. Donc, ça peut être en Chine, en France. Vous avez aussi en France des SCPI ou des fonds qui vont investir dans de l'immobilier. Donc, vous avez vraiment pas mal de variantes autour de l'immobilier. Ensuite, vous pouvez aussi investir avec la CFE ou avec un autre État. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez cotisé avec la Chine ou si vous avez travaillé pendant 10 ans en Allemagne, vous avez sûrement des pensions d'État qui sont dans ces différents pays. Et ensuite, vous avez sûrement des compléments de retraite privés qui sont soit payés par vos sociétés, soit que vous avez créé vous-même pour vous constituer un capital pour votre retraite. Vous pouvez aussi investir dans de l'art, dans des voitures, dans des montres. Un sujet qui est de plus en plus trendy en ce moment, c'est tout ce qui est Bitcoin, cryptocurrency. Donc, vous pouvez investir là-dedans. Guillaume rigole parce que c'est un grand investisseur de Bitcoin. Tout ça pour vous montrer que vous avez vraiment plein de supports et plein de choses dans lesquelles vous pouvez investir. Le plus important pour moi, c'est surtout de ne pas conserver du cash. Je veux dire, garder du cash pour votre coussin de sécurité est assez pour couvrir vos dépenses à court terme. Mais c'est vrai que si vous gardez trop de cash, vous n'allez pas avoir de performance et vous n'allez pas réussir à couvrir toutes les hausses des dépenses et d'inflation qu'on a parlé dans la première partie. Je vais donner la parole à Hervé pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions à ce moment ou... Non, pas encore, on pourra prendre des questions à la fin. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que comme nous annonçons comme une mauvaise nouvelle, qu'on allait tous vivre jusqu'à 100 ans, et que la crise de mars dernier était une petite crise. Donc, la première conclusion que j'en tire, c'est que tu ne me feras jamais monter sur ton scooter. On n'a pas le même rapport au risque. Non, plus sérieusement,
Je crois que Com a récapitulé les objectifs du financial planning, donc justement qui part avec vous fixer des objectifs, y allouer des ressources, et puis prendre en considération le temps, tant au point de vue de l'inflation, parce qu'avec le temps qui passe, c'est à la fois une opportunité, parce que ça vous donne la chance du compounding interest et de faire grossir vos investissements, mais dans le même temps aussi, le temps qui passe augmente la cherté des choses et évidemment vos besoins. Une fois que cette étape est faite, la seconde étape dans le financial planning, c'est vraiment l'état des lieux. Donc l'état des lieux, en fait, c'est vraiment, c'est assez basique, mais c'est regardez ce que vous avez. La plupart d'entre nous sommes français, je crois. Regardez ce que vous avez en France. Est-ce que vous avez quel genre de livret vous avez, combien les livrets vous rapportent, est-ce que vous avez optimisé ce que vous avez déjà en place, qu'est-ce que vous avez dans votre patrimoine, ou est-ce que vous êtes trop exposé, etc. Donc tout ça, c'est des réflexions à avoir qui sont importantes. L'autre réflexion qui est importante à réfléchir, c'est de travailler sur vos cash flows. Quels sont vos revenus? Malheureusement, on a souvent plus de mal à jouer sur les revenus, un peu plus de facilité à jouer sur ses dépenses, mais du coup, savoir où est-ce qu'on dépense, quelle est votre capacité d'épargne et quelles ressources vous pouvez allouer à la constitution et à la construction de votre patrimoine. Les assurances sont un point absolument fondamental. Si vous êtes chez vous, si vous êtes celui qui rapporte le plus gros salaire, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans la capacité de travailler? Est-ce que vous avez des assurances en place? Est-ce que votre patrimoine vous permet de laisser votre famille dans l'état que vous souhaitez? Du coup, l'assurance, c'est vraiment avant toute chose, avant même d'investir, avoir un petit peu de cash de sécurité. Les assurances, c'est vraiment les bases indispensables. Une fois que vous avez une idée de ça, vous avez une idée de votre capacité d'épargne, eh bien, commence la partie de la mise en œuvre de votre gestion de patrimoine. Et la mise en œuvre, c'est aller choisir les investissements qui vous correspondent. Donc, comme on a fait une liste de tous les supports d'investissement que vous pouvez avoir, les actions, les obligations, etc., j'en reviens pas. Après, vous avez des manières d'investir. Et donc, dans les manières, j'en ai mis quelques-unes là sur les slides. Si on commence, par exemple, est-ce que vous voulez investir en un coup ou est-ce que vous voulez investir de manière régulière? Vous avez du pour et du contre dans les deux cas. La discipline d'investissement, quand vous investissez régulièrement, vous permet d'une part d'éviter les risques de marché, parce que vous allez investir parfois au bon moment, parfois au bon moment. Sur le temps, ça va se lisser. Et puis surtout, vous vous prémunissez contre vous-même, parce que vous voyez, très souvent, on a toujours des bonnes raisons de ne pas investir, ou alors pour les plus dynamiques d'entre nous, on a parfois trop tendance à investir au moment où les choses sont assez chaudes. Tu viens de parler des bitcoins. Les bitcoins, pour moi qui ne suis pas spécialiste des bitcoins, j'en ai parlé des bitcoins que quand ça a très très bien marché. C'est à ce moment-là, visiblement, la majorité des gens en achètent. Or, intuitivement, c'est pas vraiment on préférait plutôt acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Mais du coup, investir de manière régulière, ça peut être une bonne stratégie. De la même manière, évidemment, investir de manière par à-coup, ça peut permettre de saisir des opportunités, justement. Et puis, si on investit plutôt plus tôt, ça permet de rester longtemps dans le marché. Et comme l'a expliqué, rester longtemps dans le marché permet de bénéficier de cet effet magique du compounding interest. Vous pouvez investir dans des stocks individuels, donc je ne sais pas, vous voyez Amazon, Facebook, etc. Tout ça sont des valeurs que vous pouvez acheter seul. C'est une manière relativement peu chère d'investir parce que vous n'avez pas de frais de gestion. Mais évidemment, pour avoir de la diversification, il faut en acheter beaucoup. Et donc, ça nécessite des ressources et du temps. Ou alors, vous pouvez investir dans la gestion collective, donc que ce soit des ETF, des index ou des fonds qui vous donnent accès à un panier d'actions et qui, du coup, c'est une manière d'investir un petit peu plus cher parce que vous allez payer de la gestion. Mais en revanche, ça vous donnera la diversification tout de suite. Et puis, ça peut être soit actif, soit passif, cette gestion collective. C'est-à-dire, soit vous achetez un index comme le CAC 40, ou comme le S&P ou comme le Nasdaq, et vous n'avez pas, vous achetez en bloc cet indice. Soit alors, vous pouvez aller voir vers des professionnels de la gestion qui vont essayer d'éviter les valeurs qui leur semblent à moins fort potentiel et de surinvestir celles qui ont le plus fort potentiel. Donc, vous avez différentes approches qui ont chacun leur mérite et qui ont chacun leur place à jouer dans votre patrimoine. Quelque chose que je n'ai pas ici, mais qui est très important, c'est aussi l'enveloppe d'investissement, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez allouer vers des livrets, vers des contrats d'assurance vie, vers des comptes titres. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut allouer le plus rationnellement possible.
Une fois que vous avez tout votre mix, ça fait votre allocation. Donc, vous verrez le point d'interrogation sur idéal distribution, enfin, idéal allocation d'actifs. C'est parce qu'il y a deux choses à avoir bien en tête. C'est que la répartition idéale, elle est à la fois personnelle et puis à la fois mouvante. Elle est personnelle parce qu'évidemment, selon si vous êtes diplomate ou entrepreneur, la manière dont va se constituer vos actifs va être un petit peu différente. Vous allez avoir, je crois qu'on a mis ici en illustration seulement 5% dans le private equity ou dans les risques. Si vous êtes entrepreneur, les chances sont que vous aurez une bonne partie de vos actifs dans votre entreprise et c'est parfaitement normal, mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que c'est un risque qu'il faut essayer de diversifier par ailleurs et de réduire par ailleurs. C'est un petit peu ce qu'on voit, hein, je crois, souvent parmi nos clients, cette répartition d'actifs. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui vous correspond, mais c'est un petit peu une idée. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est que ça doit être un travail itératif. C'est-à-dire que cette répartition peut vous correspondre aujourd'hui. Dans 5 ans, elle vous correspondra sans doute pas. D'abord parce que les actifs auront varié en valeur et les répartitions auront varié. Et puis ensuite, parce que vos projets vont changer, parce que peut-être que vous aurez abandonné certains projets. Et du coup, c'est important de revenir à son plan et d'être sûr que le cap soit toujours valide. Donc, ce slide-là, ce diapositive, c'est vraiment pour vous montrer en fait quels sont les objectifs, on va dire, des gens, les grands objectifs financiers. La plupart de nos clients, pour vous donner un retour d'expérience, investissent souvent pour les études de leurs enfants, pour acheter une maison ou des résidences secondaires et pour leur retraite. Donc ici, ça vous montre un peu normalement le cheminement de notre vie. Et bien entendu, on va tous avoir, comme le disait Hervé avant avec l'allocation du patrimoine, on va tous avoir des objectifs différents. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui veulent 2 000 € à leur retraite, peut-être que certains veulent 6 000 €, peut-être que certains veulent une maison en Chine, certains vont vouloir une maison à la campagne en France. Les budgets vont être complètement différents en fonction des personnes. Ce qui est important, c'est surtout que vous identifiez vos objectifs et que vous faites tout pour les atteindre. Le but, ce n'est pas comme certains clients, ce n'est pas de se réveiller à 45, 50 ans et de se dire je veux prendre ma retraite dans 10 ans, comment je fais? C'est un peu compliqué. On prend souvent cet exemple avec une montagne. Le but, ce n'est pas de monter une montagne qui est comme ça, mais c'est de monter 30 ans en avant une montagne qui est comme ça. Donc, l'objectif que je peux vous donner, c'est vraiment prenez une feuille blanche et déterminez quels sont vos objectifs financiers, quelles sont les dates à atteindre. Certains veulent prendre leur retraite à 55 ans. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter de travailler. Donc, on a vraiment tous des objectifs différents, mais c'est juste prenez le temps vraiment de déterminer quels sont les vôtres et de tout mettre en place et d'investir pour pouvoir les atteindre. Et sincèrement, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est inatteignable. J'avais fait cette conférence pour des jeunes professionnels il y a 1 mois en arrière. Et si vous commencez à investir autour de 600 € par mois quand vous avez une trentaine d'années, vous vous retrouverez plus ou moins, si vous payez 600 € par mois avec une performance moyenne de 5%, à 65 ans, vous êtes entre 700 000 et 800 000 €. Donc, c'est vraiment prendre cette discipline dès votre plus jeune âge. Pour ceux qui sont moins jeunes, commencez dès que vous pouvez. Mais c'est essayer d'allouer un budget par an et d'investir. Moi, le premier, quand vous avez votre salaire qui arrive, la vie à Shanghai, c'est très simple de dépenser plus que nécessaire. Et si moi, par exemple, dès que j'ai mon salaire qui arrive, j'alloue tout de suite mon budget pour mes investissements. Je paye mon loyer et ce qui reste, c'est ce qui me reste pour vivre sur moi. Mais moi, le premier, si jamais je ne fais pas ça, je serais capable de tout dépenser. Donc, il faut vraiment prendre cette discipline et mettre de côté pour pouvoir investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses. Comme je crois qu'il y a une question en ligne en ce moment, je vais juste regarder. Mon assistant n'était pas… J'ai manqué mon devoir. Donc, la question est sur la fiscalité. Si on achète des actions pendant que l'on vit en Chine, résident fiscal en Chine également, et qu'on les laisse fructifier pendant plusieurs années, disons 10 ans, et qu'à ce moment-là, on retourne en France au bout d'un an, on doit les vendre, ces actions, est-ce qu'on doit payer une imposition sur la plus-value de l'ensemble de la période ou depuis la date d'achat? Donc, est-ce que c'est seulement sur la plus-value réalisée pendant le temps de résidence en France ou sur… non, justement, retour de France. Les actions ont performé pendant 10 ans. Sur la dernière année, on était en France. Est-ce que la plus-value se calcule sur l'année de résidence en France? Donc, c'est un point que j'allais aborder plus tard qui est très important sur la fiscalité. Vous avez toujours 2 pays qui peuvent vous taxer. Il y a le pays où est votre investissement et le pays où vous êtes résident fiscal. Je prends souvent cet exemple. J'ai un passeport français, mais je n'ai jamais payé d'impôt en France parce que je n'ai pas d'investissement en France et je n'ai jamais travaillé en France. Donc, votre passeport ne détermine rien. Ce qui est important, c'est où est l'investissement et où est-ce que vous êtes.
Si vous avez un bien immobilier en France et que vous êtes en Chine, la France et la Chine peuvent fiscaliser. Là, pour les actions, ce qui est important, c'est sur quelle plateforme ou dans quel contrat d'assurance vie vous avez acheté vos actions et dans quel pays vous êtes. Donc, si vous avez acheté les actions sur une plateforme française, américaine ou dans un contrat d'assurance vie en Irlande, l'impôt à la source ne va pas être la même. En France, vous allez avoir la CSG et la CRDS, mais sur d'autres plateformes, vous n'allez pas les avoir. Et ensuite, dans quel pays vous êtes au moment où vous vendez. Si vous vendez tant que vous êtes en Chine et que les actions sont en dehors de Chine, pour le moment, il n'y a pas de fiscalité en Chine parce que nous ne sommes pas taxés sur nos revenus de source étrangère. Si jamais si vous achetez des actions chinoises en Chine, bien sûr, vous allez payer des impôts en Chine, même si vous êtes étranger. Par contre, si vous les vendez une fois que vous êtes en France, la France sera en capacité de vous fiscaliser parce que vous serez résident français au moment de la vente. Donc, toujours, ce qui est important, c'est le pays où vous êtes résident fiscal et le pays où est l'investissement. Et le moment qui va générer la fiscalité, c'est au moment où vous allez vendre les titres. Oui, donc effectivement, quelque chose qui peut être intéressant, c'est avant de partir de la Chine, un pays qui ne fiscalise pas les revenus de source étrangère pour le moment, c'est de vendre vos actions avant de rentrer en France pour éviter une imposition en France. Mais après, la situation peut être… il y a certaines personnes qui vont bouger à Singapour, en Thaïlande, à Hong Kong, dans d'autres pays. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans chaque pays, la fiscalité va être différente. Donc, je vous conseille de demander à un fiscaliste ou quelqu'un dans votre entreprise des ressources humaines qui connaîtra toutes ces choses-là. Alors, ça clignote encore une autre question? Non? C'est bon? Évolution des marchés. Je vais laisser Hervé couvrir cette partie. Merci beaucoup. Et ça, c'est mon slide absolument préféré parce que ça fait 10 ans que j'utilise le même à peu près pour chaque fois que je parle. Il est toujours d'actualité. J'ai le même punchline aussi. Le marché n'a jamais été aussi incertain. Et c'est vrai, je me souviens, il y a 10 ans, les premières fois que j'ai dû me servir de ce slide, on parlait de la crise européenne, de la crise des dettes souveraines. Après, il y a eu, je sais pas, le référendum écossais. En fait, on s'en souvient plus, mais à l'époque, c'est vraiment un sujet qui avait occupé les marchés. On avait peur que le Royaume-Uni se disloque déjà. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'invasion de la Crimée. Enfin, c'est étonnant à quel point on oublie ce qui a préoccupé, ce qui a fait les grandes lignes de l'actualité absolument tout le temps. Et ça ne se dément jamais. Et encore cette année, c'est vrai qu'objectivement, quand on liste les sujets, il y a beaucoup de sujets qui potentiellement sont des catalystes pour des changements de tendance sur les marchés. En ce moment, l'inflation est visiblement l'un des sujets où le marché a une certaine appréhension. La surchauffe de l'économie américaine revient aussi un peu. Et puis évidemment, la géopolitique. Je crois que ce n'est pas un euphémisme de dire que les conflits se réchauffent entre les grandes puissances, et c'est évidemment un facteur d'inquiétude. Et ce slide, donc, je ne sais pas si vous connaissez Visual Capitalist, c'est une plateforme qui met en image les grands sujets financiers. C'est libre d'accès et c'est souvent très intéressant la manière dont ils montrent les sujets. J'aime bien regarder. Et ça, c'est une illustration de 2020, de l'an dernier. La manière dont vous lisez ce graphe, c'est toutes les parties assurées sont à partir du plus bas des marchés. Donc, le plus bas des marchés, ça devait être mai l'an dernier. Mars, ouais. Ça dépend. Tu vois, typiquement, si tu prends le pétrole, le creux a été atteint en mai, à un moment où le pétrole a été passé en prix négatif. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Quelque chose qui… Oui, on aurait dit que le pétrole irait un jour en prix négatif. Je pense que ça serait passé pour des fous. Mais c'est arrivé en dernier au mois de mai. Et effectivement, donc, la manière dont vous lisez, la partie assurée, c'est depuis le creux du marché. Et puis, la partie pleine, c'est la performance à la fin de l'année. Donc, pour reprendre l'exemple du pétrole, le pétrole a fini à moins 21,5. Il était descendu jusqu'à moins 72. Et depuis ce creux, il a remonté à 184 pour arriver à moins 1,5. La raison pour laquelle je voulais montrer ce graphe, d'abord parce que 2020 était comme une année absolument extraordinaire. Et c'est pour montrer à quel point en fait, les marchés sont
on est habitué à voir les marchés en fait, sur nos écrans aux 20 heures avec un chiffre pour parler du marché à monter ou baisser. Mais en fait, ça recouvre une variété absolument extraordinaire de classes d'actifs, de dynamiques de marché. Et donc, à l'intérieur même d'un indice, l'année dernière, que vous soyez investi sur la poignée d'actions Netflix, Amazon, Zoom, ou que vous soyez sur des valeurs de transport aérien, ça aurait été très, très différent comme vous l'imaginez, comme résultat à la fin de l'année. Et à l'intérieur même de l'année, ce qui est aussi intéressant en 2020, parce que c'est un exemple flagrant, c'est que très souvent, les pires performeurs d'un moment vont être les meilleurs performeurs du lendemain. Il y a eu ce moment, je crois que c'était en septembre de l'an dernier, où toutes les valeurs technologiques, tout d'un coup, ont commencé à chuter. Alors, elles avaient enfin, elles avaient performé extraordinairement au début d'année. Du coup, elles avaient de quoi faire un peu de valeur sans que ce soit trop effrayant. Et toutes les valeurs qui étaient value, toutes les valeurs qui étaient délaissées sont mises à partir de la fin de l'année dernière performer très très bien parce qu'elles avaient atteint à un moment où le marché a juste changé de psychologie. C'est ce que je décris ici parce que c'est les comportements de finance comportementale qui est vraiment le grand champ de recherche dans la finance pour expliquer le comportement des marchés, à la fois les individus qui les opèrent et puis le marché en tant que tel. C'est le moment d'exagération, d'exubération et puis de retour à la moyenne qui font cette volatilité sur les marchés et puis qui font aussi les opportunités pour les investisseurs. Vous avez cette phase qui va jusqu'à l'euphorie. On parlait du Bitcoin tout à l'heure. Eh bien, c'est toujours le même mécanisme. Plus ça monte, plus l'intérêt est attisé, plus il y a de l'euphorie. Quand ça chute, au bout d'un moment, les gens perdent foi et s'y désintéressent. Et c'est à ce moment-là où ça va recommencer ce cycle qui continue. Et si vous le voyez si vous le voyez sur les marchés, du coup, là, vous avez 35 ans. Je crois l'indice que je vous montre ici, en rouge, c'est le MSCI World, qui est un indice d'actions développées. En noir, vous avez le FTSE, qui est l'indice de référence du marché anglais. N'importe quel indice suit à peu près la même chose. Les chiffres seront différents, mais les tendances sont les mêmes. La volatilité, vous l'aurez toujours, et elle peut même être assez forte. Mais sur le long terme, les marchés augmentent. C'est ce que font les marchés. C'est un peu une loi newtonienne. Les marchés vont vers le haut parce que la population grandit, parce que la population mondiale s'urbanise, parce qu'elle s'enrichit, parce que les entreprises sont de plus en plus productives. Et que si vous avez un horizon de temps qui vous permet de regarder au-delà de 5 ans, vous avez une forte chance que les marchés augmentent. Si vous avez plus de 10 ans, c'est une quasi-certitude. Les marchés montent. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas prendre peur de la volatilité que vous verrez au jour le jour. Et je pense qu'une autre manière de montrer ça, c'est selon les périodes de temps, les extrêmes que vous pouvez avoir. Donc sur un an, donc je crois que c'est sur les 20 dernières années, si je ne me trompe pas, sur ce modèle-là. Donc si vous prenez chacune année roulante de cette période-là, au pire, vous auriez pu, si vous aviez investi au pire moment, vous auriez pu perdre 42% et au mieux 46%. Ça, c'est juste avec les actions. Évidemment, si vous avez de l'obligataire, c'est plus sûr comme classe d'actifs. C'est évidemment toujours relativement large comme possibilité de outcome, mais c'est plus sûr. Et donc, en un an, la chance intervient beaucoup, évidemment. Si vous tombez sur une bonne année ou sur une mauvaise année, ça va être radicalement différent comme perspective. Mais plus vous augmentez la période de temps que vous regardez, si vous regardez maintenant à 10 ans, quelle que soit la période roulante de 10 ans, tout d'un coup, l'écart des outcomes va être très, très différent pour vous et bien plus étroit. 13% par année au mieux et moins 3% au pire, si vous êtes dans la pire des périodes de 10 ans roulantes. Et puis à partir de 15 ans, quelle que soit la période que vous regardez, vous êtes en positif. Et si vous avez été diversifié, si vous avez pris un portefeuille qui est constitué de 50% d'obligataires, 50% d'actions, c'est ce moment dans lequel vous n'avez plus aucune occurrence, vous êtes en négatif, arrive assez vite, ça arrive dès 5 ans roulants. Donc cette volatilité qui est effrayante si on reste le nez sur les écrans et sur les courbes,
si vous prenez un peu de distance, si vous regardez une période qui n'est pas non plus une période trop longue, et bien tout de suite, cette volatilité s'atténue énormément. Ayant dit ça, il reste toujours la question qu'on pose, c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est opportun d'investir aujourd'hui? Est-ce que les marchés sont pas chers? Les indices battent des records, surtout aux États-Unis, de jour en jour. Et du coup, c'est une question absolument valable. Il y a deux choses que je voudrais dire. C'est un graphe que j'ai emprunté à JP Morgan qui publie tous les trimestres, les Geek to Market. D'abord, le marché, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. En gris, là, vous avez les États-Unis, le S&P, et en violet, vous avez les actions mondiales en y soustrayant les États-Unis. Donc, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la première chose, c'est que les États-Unis, objectivement, sont chers de manière absolue et relative, j'y reviendrai après. En revanche, dans le reste du monde, ça reste, les actions restent absolument normalement évalué de manière absolue. Et de manière relative, alors de manière relative, c'est quand vous comparez le prix des actions par rapport à deux options d'investissement. Donc, ça peut être le taux sans risque, donc le taux auquel les États vont vous prêter de l'argent, par exemple. Ça peut être aussi relatif par rapport aux dividendes que vous obtiendrez des titres, des actions que vous détiendrez. Ou par rapport aux actifs, à la valeur intrinsèque des entreprises. Si vous faites la somme de tous les actifs que détient une entreprise, à combien est-ce que vous l'achetez sur le marché par rapport à ce qu'elle vaut réellement? Donc, il y a une multitude de manières d'évaluer l'attractivité et la cherté du marché. Et là, ici, sur le graphe, vous en avez plusieurs. Vous avez le PI, c'est un peu par bas, le price to earning, c'est-à-dire le prix de l'action sur le marché par rapport au profit qu'elle a fait, au profit qu'elle projette de faire l'année suivante, ici. Et là, vous voyez que si vous regardez le reste du monde, si vous mettez les États-Unis à part, eh bien, en fait, par rapport à une moyenne de 25 ans, les marchés mondiaux restent assez attractivement pricés, ou en tout cas, ils ont une décote par rapport au marché américain qui est plutôt rare. Donc, il y aura un rattrapage. Est-ce que c'est les actions américaines qui sont surévaluées, ou est-ce que c'est les actions mondiales qui sont sous-évaluées, ou peut-être c'est un peu les deux. Mais en tout cas, il y a des poches tout à fait attractives d'opportunités sur le marché. Une autre manière de montrer les choses, je ne vais pas y passer trop de temps, cette fois-ci, c'est le profit par chaque titre, chaque action. Donc, c'est des agrégats sur les indices. Et là, vous voyez que l'Europe, par exemple, qui est en bleu, n'a pas été aussi peu cher depuis longtemps sur cette mesure-là. Sur le graphe d'à côté, vous voyez aussi l'effet de mode qu'il y a sur le marché. Si vous regardez par exemple à droite, IM, c'est pour Emerging Markets. Emerging Markets, il y a quelques années, c'était ce que absolument tous les gérants voulaient dans leur portefeuille. Et c'était l'histoire d'investissement qui marchait bien, que les marchés développés étaient au bord de l'agonie, que vraiment la valeur se trouvait dans les marchés émergents. Il fallait avoir du sud-est asiatique, il fallait avoir de l'Afrique, il fallait avoir de l'Amérique du Sud, la classe émergente, etc. Ce qui d'ailleurs est un rationnel d'investissement qui se tient tout à fait. Mais il n'empêche que cette grande thématique a commencé en 2008, justement, au moment où les États-Unis et l'Europe ont vacillé. Et puis, ça a tenu 5 ans. Et puis, le marché est passé à autre chose. Et du coup, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu les États-Unis, c'est devenu les valeurs technologiques. Et depuis 2015, disons, au moins, c'est vraiment ce qu'il fallait avoir dans les portefeuilles. Et puis, on sent que c'est en train de rechanger un petit peu. Il y a de plus en plus d'attraits de nouveau pour les marchés émergents. Et du coup, c'est ce qui explique aussi ces différences de valeur relative parmi tous les indices. Et alors, voilà par quoi je voulais finir, c'est l'importance de la diversification. L'importance de la diversification, vous avez là par chacune case de couleur, c'est une classe d'actifs. Donc, si vous regardez en 2009, la première case en bleu clair, c'est les marchés émergents, justement, cette année-là, qui ont été les meilleurs performeurs. Et si vous regardez tout en bas, en vert, c'est des titres court terme du trésor américain, qui étaient les moins bons performeurs.
Maintenant, si vous fixez une couleur dans une année et que vous essayez de la suivre sur toutes les années, vous allez voir que vous ne trouverez pas de logique, vous ne trouverez pas de pattern. C'est relativement distribué de manière aléatoire parce qu'aucune classe d'actifs ne surperforme les autres de manière consistante. Il y a quand même un effet de retour à la moyenne qui fait que les classes d'actifs qui performent le mieux, ou plutôt prenons d'un sens différent, les classes d'actifs qui performent le moins, qui sont plus délaissées, à un moment vont attirer de nouveau l'attrait des investisseurs et remonteront. Si vous prenez maintenant la case qui est blanche encadrée de bleu, qui a un portefeuille diversifié, c'est la seule case sur laquelle vous trouverez à peu près une consistance, parce que évidemment, par nature, étant une moyenne des autres classes d'actifs, vous verrez qu'elle se situe toujours dans la moyenne. C'était, je crois, tout ce que j'avais pour le moment. Est-ce que vous avez des questions ou des... Alors, plusieurs questions. Pardon. Donc, d'abord, quel est l'impact, d'après vous, des phénomènes comme Robinhood et Reddit sur la fluctuation du marché dans le futur? Ou c'est juste temporaire, il y a eu une manipulation manifeste? Et puis après, une deuxième question, c'est sur la diversification. Je n'ai pas encore trouvé de bonne réponse en fait sur la diversification des pays et des devises correspondantes. Quel est le premier point? Ouais. Alors, je répète juste vos questions, parce que je ne suis pas sûr que ce soit passé sur le webinaire. Votre première question, c'était à propos des plateformes qui permettent aux clients particuliers d'investir maintenant très facilement et à relativement bas coût sur les marchés actions, n'est-ce pas? Et on a vu ces effets sur des titres qui étaient des titres d'assez faible qualité, sur lesquels tout d'un coup il y a eu beaucoup de flux et qui ont performé de manière extraordinaire en mettant à mal des hedge funds. Je pense que ça reste encore des phénomènes qui sont assez qui n'ont pas une importance vraiment macro, je crois, ne serait-ce que parce que les flux sont pas encore là. Je pense qu'il y a un travail du régulateur qui aussi risque d'intervenir, parce que très clairement, ce qu'a montré Reddit et Robinhood, d'ailleurs, il y a eu quand même des amendes assez significatives dans les deux cas. C'est que clairement, on met à la disposition d'investisseurs qui ne sont pas armés pour des outils qui peuvent être des outils très, très dangereux, permettre d'investir à levier, etc. Donc, je pense que les régulateurs veillent de près. J'aurais tendance à penser que c'est un épiphénomène. Et votre seconde question, c'était la diversification des pays et des devises. Ouais. Alors, personnellement, lorsqu'il s'agit des actions et que vous investissez sur des pays différents, je pense que c'est très difficile et c'est trop cher, pour être honnête, d'essayer de couvrir les risques de devises. Ne serait-ce parce que dès que vous regardez des entreprises qui sont des entreprises relativement globales, qui ont des marchés internationaux, qui ont elles-mêmes des politiques de couverture de change, qui ont dont le titre varie de jour en jour. Si vous voulez couvrir le risque de change de manière sérieuse, ça vous coûtera très très cher. Donc je pense que pour les actions, vous devez accepter le risque de change en même temps que la volatilité sur les titres. C'est très différent pour l'obligataire. Si vous avez une obligataire internationale, alors là, pour le coup, les politiques de couverture sont beaucoup plus efficaces. Et après, vous avez de plus en plus de sociétés qui sont mondialisées. Vous prenez Louis Vuitton, L'Oréal, etc. Il y en a beaucoup qui font une partie énorme de leur chiffre d'affaires en Chine. Donc, du coup, en fait, je ne sais pas s'ils font 35 ou 40% de leur chiffre d'affaires en Chine, c'est-à-dire qu'ils sont exposés au renminbi alors que c'était une société française en euros. Donc, je pense que ça devient de moins… Les sociétés sont tellement internationalisées qu'en fait, c'est pas… Vous achetez du L'Oréal, par exemple, en euros, vous pensez que vous êtes exposé à l'euro, mais en fait, vous n'êtes peut-être pas tant que ça exposé à l'euro s'ils font beaucoup de leur business aux États-Unis et en Chine, par exemple. Et ensuite, sur la question sur la devise aussi de vos investissements, on conseille toujours aux clients d'investir dans la devise que vous allez utiliser à la fin de votre investissement. Si vous voulez prendre votre retraite en France, je vous conseille d'investir en euros parce que vous n'allez pas souffrir du taux de change dans 15 ans quand vous allez
quand vous allez avoir besoin de l'argent. Si vous voulez rester en Asie, c'est plus compliqué. Ça peut être de l'USD, du Hong Kong dollar, du renminbi. Et je sais qu'il y a beaucoup de clients qui me disent souvent, mais je ne sais pas où je serai dans 15 ans ou 20 ans. Mais le but, c'est d'essayer d'anticiper quelle devise vous allez utiliser parce que justement, si vous avez investi en euros et que finalement vous allez aux États-Unis pour votre retraite, vous ne voulez pas prendre de plein de fouet le taux de change au moment où vous allez passer à la retraite. Donc, c'est essayer d'investir dans la devise dont vous avez besoin. Oui, parce que j'investis essentiellement dans les ETF. Les ETF, on trouve assez peu dans d'autres devises que le dollar. Je ne sais pas si c'est où j'ai mal cherché. ETF, c'est des trackers, des marchés boursiers, des indices. J'ai deux questions pour toi en ligne, Hervé. Est-ce que les actions US sont surévaluées d'après vous ou juste reflètent le fait que les entreprises américaines sont plus profitables? Et deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un risque d'investir ces actions ou son portefeuille avec une seule plateforme ou un seul provider? Ou il vaut mieux diversifier? Ouais, non, deux très bonnes questions. La première question c'est indiscutable que si vous regardez la cote américaine, il y a dans la cote américaine parmi les plus belles entreprises mondiales et les plus adaptées à l'économie qu'on est en train de vivre, les plus innovantes, et que du coup, que les marchés américains soient plus chers qu'ailleurs, ça ne devrait pas dire comme une surprise. Ce qui est vrai aussi, c'est que récemment la surperformance des marchés américains a été expliquée par Trump et par la réduction fiscale qui a été drastique sous Trump. Aujourd'hui, où on est en train de parler d'une imposition qui va être de nouveau à la hausse avec Biden, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que ce contre-effet ne se reflète pas dans les cours. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a absolument de tout dans la cote américaine, mais je pense que si vous regardez les indices américains comme un tout, personnellement, je les pense surévalués. Je pense qu'ils ne reflètent pas complètement justement ce nouvel environnement. La deuxième question, c'était sur les providers. Ah oui, sur les providers. Là, on parlait de plateformes en ligne. Est-ce qu'il vaut mieux diversifier ou en avoir qu'un seul? Alors, ça dépend un petit peu de quoi on parle, parce que ça dépend des montants dont on parle d'abord, et puis des providers eux-mêmes. Dans beaucoup de pays, si vous êtes à la banque en France, par exemple, ou dans la majorité des pays, vous avez des fonds de réassurance derrière votre dépositaire qui peuvent vous apporter une sécurité. Et puis, votre cash est garanti par l'État si vous avez une faillite jusqu'à un certain montant, si vous avez une faillite de votre établissement bancaire. Du coup, jusqu'à un certain point, si vous êtes dans ce genre d'institution, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Après, si vous êtes sur des plateformes, notamment ces plateformes qui ont tendance à fleurir récemment, qui sont peut-être moins bien régulées, qui sont peut-être dans des juridictions qui sont un petit peu plus souples, dans ce cas-là, je pense que c'est tout à fait une bonne idée de diversifier. Après, évidemment, c'est un trade-off entre le côté pratique d'avoir qu'un seul accès et puis la sécurité. Si je peux donner mon avis perso là-dessus, parce que ça m'est arrivé déjà à 2 reprises, pour des raisons fiscales, il y a beaucoup de brokers qui vont vous demander de fermer votre compte. Ça m'est arrivé chez Equitrade, par exemple, et récemment chez DEGIRO. Et après, en tant que résident fiscal étranger, c'est très très compliqué de trouver un broker qui va vous accepter parce qu'ils ont des déclarations fiscales à faire tous les mois. Ces déclarations sont très lourdes et les informations avec la Chine, par exemple, ne sont pas si fluides qu'avec d'autres pays. Là, maintenant, je suis chez Interactive Broker qui marche très bien, mais je ne sais pas si dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ils vont aussi me demander de fermer mon compte chez eux. Oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est surtout aussi une question d'appétit au risque de chaque provider. Ça veut dire que, je ne sais pas, on prend l'exemple de DEGIRO, peut-être qu'ils ont tellement de clients en France qu'ils n'ont pas envie de s'embêter pour 500 personnes qui sont en Chine. Donc après, c'est toujours une question d'appétit risque des providers. Et de taille de portefeuille. Oui, taille de portefeuille. La taxe aussi. Comme Yahoo, et puis il y a beaucoup de sociétés comme nous qui on ne fait plus les Américains ou les gens qui ont des passeports américains pour des questions de fiscalité américaine. Et toute société, à un moment, doit prendre une décision. Est-ce qu'on garde une typologie de client ou pas?
Oui, j'ai une question en fait sur les impositions mondiales ou le système de CRS. Dans quelle mesure ça va impacter les gens, des Français, de l'étranger, ici en Chine? Et tout à l'heure, il y a la première question parlait de où vous habitez et quand vous vendez au moment où vous repartez en France. Est-ce que l'imposition mondiale quand ce système sera mis en place, et dans quelle mesure ça va changer? Ouais, c'est une bonne question. Donc, la meilleure réponse, c'est la semaine prochaine. On a un autre speaker qui parle de ça, justement. Donc, c'est le meilleur moment pour répondre à ça. La Chine, justement, est en train de changer un peu ça. Et à l'avenir, on devrait, en tant qu'étranger en Chine, être fiscalisé sur l'ensemble de nos patrimoines. Donc, ça va venir petit à petit quand c'est compliqué. La deuxième question que même moi, je me pose, c'est comment, je ne sais pas si vous avez un investissement en Belgique, en Irlande, au Vietnam, comment la Chine va avoir les informations. Et maintenant, il y a des systèmes informatiques qui sont tellement bons et les autorités fiscales sont capables d'avoir les informations. Et je pense qu'à un horizon 5 ans ou 10 ans, peu importe le pays dans le monde, il sera capable de savoir exactement où est-ce qu'on a de l'argent et les montants qu'on a et qu'est-ce qu'on doit payer. Donc, via l'OCDE. Oui, c'est l'OCDE, c'est ce que monsieur disait, c'est CRS, c'est tout ce qui est échange d'informations. Pour l'instant, je ne pense pas que les systèmes informatiques entre les différentes administrations fiscales, par exemple, moi je suis français, j'habite en Chine, j'ai des investissements, je ne sais pas, en Belgique, en Irlande, au Vietnam. Donc ça veut dire que la Chine pense que j'ai des investissements en France, mais j'en ai pas. Donc ça veut dire qu'elle doit contacter l'administration fiscale irlandaise, belge et Vietnam pour avoir mes informations. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils ont les systèmes informatiques et les échanges sont assez développés pour avoir ces informations. Mais je pense vraiment que c'est un objectif de tous les pays et à 5 ans, 10 ans, ils sont capables de le faire. Donc après, si vous ne voulez pas être taxé sur vos revenus mondiaux, ben c'est bouger dans un pays où la fiscalité est différente. Et il y a beaucoup de pays en Asie, encore Singapour, Hong Kong, la Thaïlande, qui ne taxent pas les revenus de sources étrangères. Mais je pense que c'est inévitable que des pays aussi développés que les États-Unis ont été les premiers à le faire avec FATCA, mais qui était… si vous avez un passeport américain, peu importe où vous êtes dans le monde, vous devez payer vos impôts sur vos revenus mondiaux aux États-Unis. Donc, ils ont été les premiers à faire ça il y a déjà longtemps, c'était 5 ans, 10 ans. La Chine va le faire forcément parce qu'il y a un développement, il y a de plus en plus de Chinois qui ont des passeports étrangers, qui ont de l'argent offshore, donc en dehors de Chine. Et la Chine se rend compte qu'il y a une énorme manne à taxer et qu'ils sont en train de perdre de l'argent là-dessus. Et je pense que la Chine va le faire à un moment et je pense que d'autres pays derrière le font. Donc ça, c'est la Chine, mais côté français, la France va aussi imposer… Alors, vous avez deux choses. Un jour, hein. Alors, en France, ils vont vous taxer que les investissements que vous avez en France. Donc, si vous avez, je prends un exemple, si vous avez un bien immobilier en France, vous allez payer des impôts en France, c'est bien entendu, mais si vous payez par exemple 20% et que l'impôt sur les loyers en Chine est de 20%, vous n'allez pas payer plus d'impôts en Chine. Il y a des conventions internationales qui font que vous n'allez pas être surtaxé. Mais par contre, si vous redevenez résident fiscal en France et que vous habitez en France, la France taxe sur les revenus mondiaux. Donc, vous devez tout déclarer dans votre déclaration fiscale. Donc, si vous avez un compte à Hong Kong ou un contrat d'assurance vie quelque part et que vous ne le déclarez pas, vous prenez un risque avec l'administration fiscale de ne pas avoir disclosé vos informations. Il y a quelques temps pour la mise à jour des comptes bancaires en France et on vous demande… Moi, surtout, j'ai un compte en France et j'ai mon adresse en Chine dans le système de la banque. Il faut vraiment mettre l'adresse dans laquelle vous êtes résident fiscal. Parce que j'ai beaucoup de clients qui, sur leur compte bancaire en France, avaient encore une adresse en France. Mais là où vous prenez le risque, c'est-à-dire que la banque française va considérer que vous êtes résident fiscal en France. Alors que vous ne l'êtes pas, vous êtes résident fiscal en Chine. On me demande le numéro fiscal chinois. Ah oui, c'est ça. Ouais, et le numéro fiscal chinois, il est assez simple à avoir. Ouais. Et en fait, c'est un numéro international. Et pour revenir à votre question, c'est là où je pense que les informations sont amenées à… Chaque banque est en train de demander les numéros fiscaux justement pour référencer. Et à un moment, ils vont taper votre numéro fiscal et ils arriveront à voir tout ce que vous avez. Par rapport à ce que vous avez dit au début de la conférence sur la fiscalité qui dépend du pays de résidence et de là où l'investissement se trouve, comment ça se passe pour les plateformes, typiquement pour les plateformes d'investissement, les ETF? Donc c'est le pays dont dépend la plateforme ou Non, c'est le pays où est l'ETF. Donc si on prend par exemple Interactive Brokers ou d'autres, si vous achetez un titre L'Oréal, vous serez taxé en France et en Chine. Si vous avez un ETF, ça dépend d'où est basé l'ETF. Donc, ça peut être un ETF américain, mais il faut voir où est enregistré l'ETF
En général, pour tout ce qui est fonds, ça dépend dans quel pays il est immatriculé, Le enregistré. Canada, il est bien placé, fiscalisé. Non, je pense que c'est comme les États-Unis. Mais après, ça va dépendre. Il y a souvent des impôts à la source qui s'appellent des revenus à la source. En anglais, c'est withholding tax. Donc, ils vont souvent vous prendre 10 ou 15%, mais après, le reste ne sera pas fiscalisé. Et c'est vrai que c'est important de voir quel est ce montant de revenus à la source ou de withholding tax. Parce que si vous faites, je ne sais pas, 8% sur un ETF, mais qui a 15% d'impôts, et qu'en parallèle, vous avez d'autres investissements, vous faites peut-être 7%, mais il y a moins d'impôts, bah, ça vaut peut-être le coup d'investir sur un investissement qui génère moins, mais où il y a moins de fiscalité. Alors, j'ai une autre question concernant les classes d'actifs immobiliers. Recommandez-vous d'investir dans l'immobilier locatif en France ou dans d'autres pays? Si d'autres pays, lesquels? Alors, c'est une bonne question. Déjà, on n'est pas expert immobilier, ce n'est pas du tout notre business et on ne propose pas d'immobilier. Ensuite, moi, je pense que sur l'immobilier, ce qui est très important, c'est l'effet de levier. Donc, contrairement à des ETF ou des actions où vous devez investir du cash, l'intérêt de l'immobilier, c'est que vous pouvez emprunter et avoir une dette. Et donc, c'est l'effet de levier qui, pour moi, fait un peu la beauté de l'investissement immobilier. Quelqu'un qui va acheter un bien immobilier en cash, je ne dirais pas qu'il est stupide, mais je pense que c'est dommage parce qu'il faut bénéficier de cet effet de levier avec la dette. Donc, pour prendre un exemple, vous pouvez acheter un studio en France à 150 000 euros. Vous mettez 50 000 euros de cash, la banque vous prête 100 000 euros et c'est le locataire qui va rembourser votre prêt. Donc, il y a quelqu'un qui va faire grossir votre patrimoine pour vous. Ensuite, le pays dans lequel vous investissez. Alors, effectivement, en France, c'est très fiscalisé. Mais après, vous avez d'autres pays où ça peut être compliqué aussi. Je pense que ça dépend d'où est-ce que vous voulez habiter. Si peut-être certains d'entre vous ont des liens avec des pays, donc ça peut être la Chine. Peut-être que certains ont travaillé en Allemagne, à Singapour avant. Donc, ça va plus être pour moi les liens que vous avez avec certains pays. Après, ce qui est important, c'est surtout de le financer par dette. Et donc, du coup, on avait préparé quelques questions pour vous, au cas où il n'y en avait pas. C'est un peu les questions qu'on nous… souvent les gens de sport, donc c'est les questions qu'on nous pose souvent, on va dire. Quelles sont les premières étapes de la gestion de patrimoine? Donc, on va dire la base pour moi, c'est déjà déterminer ce qu'on appelle votre coussin de sécurité. Donc, avant d'investir, c'est garder assez de cash à la banque. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de devoir désinvestir vos investissements à un moment qui n'est pas opportun. Je prends l'exemple, les marchés sont tombés au mois de mars, votre investissement, si vous aviez investi 100, peut-être qu'il est tombé à 50, et peut-être à cette période-là, vous allez perdre votre emploi, vous n'allez plus avoir de job. Donc, en général, toutes les mauvaises choses arrivent en même temps. Donc, le plus important, c'est de garder assez de cash pour ne pas avoir à désinvestir vos investissements. Les gens qui perdent de l'argent, c'est des gens qui sont obligés de vendre dans une situation qui n'est pas opportune pour eux. Un divorce, une perte de job, manque de cash et des choses comme ça. Donc, le plus important, c'est vraiment de garder assez de cash. Et après, ça va vraiment dépendre de votre situation. Vous êtes célibataire ou vous êtes marié avec 2 ou 3 enfants, votre coussin de sécurité ne va pas du tout être le même parce que vous avez une famille ou vous êtes tout seul. Et après, l'autre paramètre, ça va être on a tous des travails différents. Et il y a des personnes qui me disent en une semaine, je retrouve un travail. Il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai besoin de 6 mois. Ça va dépendre de l'industrie, du niveau de seniorité. Donc, il faut toujours anticiper ça et garder assez de cash. Et ensuite, c'est vous poser les bonnes questions sur quels sont vos objectifs financiers et quels sont les montants que vous voulez allouer à ces objectifs financiers. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous voulez 2 000, 3 000, 4 000 euros pour votre retraite? Comment investir? Et discuter de ça avec un professionnel pour faire des calculs et voir combien vous devez investir par mois, par an pour atteindre vos objectifs financiers. La deuxième question, on en a déjà beaucoup parlé, c'était sur le statut fiscal et quel est le traitement des investissements. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours 2 points importants. Où est votre investissement et où est-ce que vous êtes résident fiscal? Et votre passeport ne va pas déterminer la fiscalité pour le moment. Pour les Américains, c'est différent. La question suivante, c'était quelle solution d'investissement vous pouvez utiliser pour faire face à la baisse des livrets en France, des fonds euros? Vous l'avez sûrement dû le voir, maintenant en France, les banques vous donnent 1%, 0,75%. Donc, je ne sais pas si tu voulais couvrir cette partie. Oui, malheureusement, ce n'est pas une recette magique. Effectivement, tous les rendements baissent des investissements garantis. Le Covid a changé un tout petit peu ça, mais juste avant que la crise du Covid éclate, l'Allemagne, par exemple, tous ses titres de dette qu'elle émettait étaient en rendement négatif jusqu'à 7 ans. Si vous vouliez gagner de l'argent sur la dette allemande, il fallait acheter de la dette qui avait une maturité de plus de 7 ans. Donc, c'est pour vous rendre compte à quel point, si vous voulez du garantie, donc la signature de l'Allemagne, les rendements sont faibles, voire négatifs.
Donc, les rendements, ils vont continuer à baisser. C'est particulièrement vrai pour l'assurance vie, pour le fonds euro. Parce que le fonds euro, ce qui se passe, c'est que c'est un réservoir de titres dont les titres qui avaient été achetés le plus longtemps continuent à avoir du rendement qui permet de booster un petit peu les rendements d'aujourd'hui. Mais en revanche, tous les nouveaux titres qui sont rachetés et l'assurance vie collecte énormément sont achetés avec des rendements qui sont très très faibles. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez avoir du rendement, même un petit peu de rendement, il faut introduire du risque dans vos portefeuilles et des actions. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment très très difficile de faire ça. La question suivante, c'était comment structurer vos investissements et votre épargne pour votre retraite. Donc là, c'est une question importante qu'on nous pose souvent. Donc déjà, on va tous avoir des situations différentes. C'est est-ce que vous avez cotisé pour un système de sécurité sociale d'un État? Donc ça peut être la France avec la CFE, ça peut être l'Allemagne, ça peut être d'autres pays. Si ce n'est pas le cas, ben, il va falloir vous constituer vous-même votre retraite. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qu'il faut que vous commenciez à investir à 30 ans, 35 ans. Parce qu'il va vous falloir du capital pour pouvoir avoir des revenus pour votre retraite. Donc, en Chine, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de clients qui n'investissent pas forcément avec la CFE ou qui n'investissent pas avec d'autres États pour la retraite. Et il faut vraiment que vous preniez en compte que vous allez devoir investir pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va être important parce que si vous cotisez pour aucun État, personne ne va payer pour vous pour votre retraite. Et l'autre point qui est important que j'ai mentionné avant, c'est l'âge. Ça veut dire que vous voulez peut-être arrêter de travailler à 65 ans, mais si vous vivez jusqu'à 100 ans, ça veut dire que vous allez devoir subvenir à vos besoins pendant 35 ans. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont importants. Et il faut que vous preniez en compte que si vous n'avez jamais cotisé pour un État, vos loyers, vos dividendes, vos intérêts, vos plus-values sur vos actifs vont devoir couvrir vos dépenses pendant 35 ans. On peut investir dans l'éducation des enfants. Aussi. Voilà, et avoir un bon retour sur l'investissement. Il faut avoir les bons enfants pour ça. Et ensuite, la dernière question, c'était, donc vous avez sûrement dû en entendre parler, il y a une réforme fiscale qui est en cours en Chine. On a reçu beaucoup de questions à ce sujet-là. Et c'est une belle transition pour vous dire qu'en fait, ce sujet va être couvert la semaine prochaine, exactement, par Yvon. Et on aura une conférence aussi, donc le 28 avril, qui sera sur tout ce qui est régime matrimonial en Chine, droit de succession, droit de garde, et qui sera couvert par Camille, qui est une avocate. Est-ce que ce sera aussi en ligne? Oui, on va faire les deux. On va essayer de faire les deux en ligne. Concrètement, ici en éducation, c'est… Non, Gwenola disait ça pour rigoler, mais en fait, c'est pour dire qu'en fait, il y a des parents qui vont préférer investir dans des MBA pour leurs enfants, dans des lycées français, des choses comme ça, en espérant que leurs enfants vont être CEO de, je ne sais pas, LVMH ou BMW dans 15 ans et que du coup, leurs enfants vont tellement gagner d'argent que c'est eux qui vont payer leur retraite. C'était un peu une blague. Une plaisanterie. Mais ça peut être un très bon choix. Hein. Si tu as un enfant qui devient joueur de football ou tennisman, qui va faire des millions d'euros, il pourra payer pour sa retraite. Donc, effectivement, ça peut être un investissement. S'il veut bien partager. S'il veut bien partager. Voilà. C'est pour ça que Co me mentionnait si on a des bons enfants. Voilà, des bons enfants. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à une de ces deux conférences, donc scannez le QR code qui est le mien et vous me dites et je vous inscris pour les 2 prochaines conférences. Et puis je vous ai laissé aussi nos QR codes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous venir au courant. Tu peux les envoyer? Ouais. Tu remontes? Ouais. Voilà. Ok. Ces 2 conférences en fait seront en webinaire et en présentiel. Comme aujourd'hui. C'est samedi prochain. Samedi Oui. prochain et ensuite c'est mercredi, c'est ça? Mercredi. Et si vous avez des idées de conférences, des sujets qui vous interpellent, vous nous en faites part et puis nous ferons en sorte de trouver les experts pour vous. On va fermer le webinaire. Oui. Donc merci aux personnes qui ont participé au webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis à très bientôt.